Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Voilà le dernier épisode de ma petite série de l'été qui porte cette fois-ci sur 6 de mes jeux vidéo préférés. En choisir 6 a vraiment été difficile, c'est pourquoi j'ai choisi de vous en présenter 3 sur console et plus précisément sur PlayStation et 3 sur PC. Ce sont les plateformes sur lesquelles j'ai personnellement joué à ces jeux ou alors j'y joue encore. Bien que je sois hyper fan de MMO, il n'y en aura pas dans ma liste parce que je pense que je vous parle assez de World of Warcraft comme ça. Et bien que j'ai pu tester New World, j'ai pas assez de recul dessus pour vous en parler correctement. Je vous invite à me laisser dans les commentaires vos 6 jeux vidéo préférés et à me donner votre avis sur ceux que je vous aurai présentés. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, donc on se retrouve le 5 septembre pour la saison 2 des vidéos sur les mythes et légendes. Restez bien jusqu'à la fin de la conclusion cette fois-ci, vu que je clôture aussi la série 6 au passage. Et en attendant, si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. On commence par ma saga préférée depuis toujours, et puisqu'il ne fallait en choisir qu'un seul pour respecter le principe de la vidéo, j'ai choisi de vous parler du 10e qui est sorti en 2001 sur PlayStation 2. Alors oui, Final Fantasy X c'est le préféré de beaucoup de monde, à tel point qu'il a été remasterisé pour sortir sur la PS3, puis sur la PS4, et il sortira sans doute aussi sur la PS5 vu comme c'est parti. Il est aussi disponible sur Steam si vous préférez le portage PC. Comme pour les autres opus, FF10 reprend les codes de ses prédécesseurs. Plusieurs personnages avec des compétences différentes, de la magie, des invocations, un système de combat tour par tour par exemple. L'histoire commence avec le héros Tidus qui est un joueur de blitzball professionnel qui fait partie de l'équipe des Anarchan Apes. Alors qu'il est en train de disputer un grand match, la ville se fait attaquer par une immense créature et Tidus est aspiré par ce qu'il pense être le futur. Après quelques péripéties dans des ruines, puis sur un bateau des Albed, il arrive sur l'île de Bayside où il va faire la rencontre de Wakka et l'équipe de blitzball des Bayside Oroch. Il va aussi rencontrer Yuna, l'invocatrice locale qui doit commencer son pèlerinage. On apprend que la grosse créature qui a attaqué Tidus au début du jeu s'appelle Sin et qu'il est un monstre qui revient tous les 10 ans pour attaquer Spira jusqu'à ce qu'on le tue. Après sa mort, Spira, le monde dans lequel le jeu se passe, vit ce qu'ils appellent une période de félicité qui dure 10 ans jusqu'à ce que Sin revienne et que le cycle recommence. Je pense que le succès de ce jeu est dû à plusieurs facteurs. Déjà, pour les graphismes, on peut voir une impressionnante évolution entre le 9 et le 10. Le 9 est aussi l'un de mes préférés et il était un peu plus manga dans son visuel. Autre facteur, c'est que FF10 est le tout premier volet parlant et cette nouveauté a été très bien accueillie. J'ai aussi aimé le système de combat qui est très facile à prendre en main. Et bien entendu, cette histoire absolument sublime qui en a laissé plus d'un choqué à la fin. D'ailleurs, petit sondage, est-ce que vous allez jusqu'au bout des génériques pour voir les scènes cachées ou est-ce que vous êtes de ceux qui éteignent tout de suite après le début du générique? Pour finir avec FF10, j'aimerais juste dire quelques mots sur le très controversé FF10-2. Alors déjà, personnellement, je l'ai fait plusieurs fois et je suis de celles qui aiment beaucoup cet opus. Certes, il est différent des autres FF et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été apprécié. Il faut le prendre non pas comme un FF classique, mais comme un nouveau style de jeu qui permet d'explorer Spira post-FF10, de revoir les personnages qu'on a appréciés dans le 10 et voir leur évolution. Et sinon, bonne nouvelle pour les fans de FF10, j'ai lu il y a quelques jours qu'un FF10-3 serait en préparation. Je n'ai pas plus d'infos que ça, il y a juste une cinématique plutôt alléchante qui circule sur le net. On change d'univers avec The Last Guardian sorti en 2016 sur PS4. J'ai trouvé que le jeu était vraiment très poétique avec des décors époustouflants et une créature très attachante. On ne connaît rien du monde dans lequel on évolue si ce n'est que de très grosses créatures attaquent et enlèvent des enfants. The Last Guardian c'est aussi le dernier volet d'une trilogie, les 2 premiers volets étant les tout aussi connus Ico et Shadow of the Colossus. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Ico est juste sorti sur la PS2, tandis que Shadow of the Colossus a eu droit à son remaster sur PS4 en 2005. L'histoire commence avec l'un de ses enfants qui se retrouve dans une grotte aux côtés de l'une des créatures qui est blessée. Il va chercher à l'aider et la créature va ensuite l'accompagner dans ce qui semble être des ruines.
Niveau gameplay, je le rangerai dans les jeux d'énigmes et de plateforme puisqu'il faut chercher le chemin pour avancer dans les ruines. Plus l'histoire avance et plus on en apprend sur l'histoire de Trico, la créature qui nous accompagne, et sur ses congénères. Mais on se rend rapidement compte que Trico est différent des autres. Sans trop vouloir vous dévoiler la fin, je tiens juste à dire qu'on s'attache très rapidement à Trico. J'ai trouvé que le jeu avait une très bonne durée de vie et qu'il ne s'essouffle pas dans la longueur. Il n'est pas répétitif et certaines phases de combat ou de plateforme sauront vous retenir en haleine tellement elles sont prenantes. Si vous cherchez quelques vidéos du gameplay ou quelques let's play sur YouTube, vous pourrez voir certains des passages les plus impressionnants. Ce que j'ai aimé avec The Last Guardian, c'est son univers bien particulier, ses décors magnifiques, et bien sûr Trico qui fait penser à un gros chat. J'ai aussi aimé le fait que son gameplay me fasse penser aux anciens jeux Prince of Persia qui étaient sortis sur la PS2 et que j'avais beaucoup aimé aussi. Si vous cherchez un jeu plein de poésie avec une histoire prenante, il me semble que le jeu ne vaut plus grand chose aujourd'hui sur le PlayStation Store. Je vous garantis un excellent moment si vous choisissez d'y jouer. On change d'ambiance avec Ni no Kuni sorti en 2011 sur PS4. Ce qui m'a attiré sur ce jeu, c'est qu'il a été développé par les studios Ghibli, qui sont les créateurs de nombreux animés, dont ceux de Miyazaki, tels que Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou Le Château ambulant, pour n'en citer que 3. Étant une très grande fan du studio Ghibli, j'ai été très contente de retrouver les codes de plusieurs de leurs univers dans ce jeu. Visuellement, on a vraiment l'impression de se plonger dans l'un de leurs animés et c'était vraiment très plaisant. Le jeu est un RPG classique avec un système de combat au tour par tour, plutôt facile à prendre en main. L'histoire commence dans ce qu'on nous présente comme le monde réel, dans lequel on suit Oliver, qui est un petit garçon tout à fait normal, jusqu'à ce que la sorcière céleste tue sa mère et qu'avec ses larmes, il réveille sa peluche qui était en fait une fée. Sa peluche lui propose de trouver un grimoire qui fera de lui un magicien. Il se retrouve alors dans une sorte de monde parallèle qui est un peu genre médiéval fantastique avec de la magie et des monstres. Oliver va explorer ce monde avec son nouvel ami et se faire d'autres amis sur la route. Son but étant bien entendu de venger sa mère et de tuer la sorcière céleste. Un second opus de Ni no Kuni est sorti quelques années plus tard, mais il prend place dans un autre univers. C'est pas vraiment une suite, mais plus un épisode différent, comme pour les Final Fantasy par exemple. Il y a eu aussi un film il y a quelques temps, qui est, il me semble, toujours disponible sur Netflix à l'heure où j'écris ces mots. Le film raconte lui aussi une histoire différente, et je l'avais trouvé plutôt bon quand je l'ai visionné. Comme pour The Last Guardian, aujourd'hui le jeu ne vaut plus grand chose dans le PlayStation Store, donc si vous aimez les RPG et le studio Ghibli, je pense que vous ne serez pas déçus. On passe sur PC avec un 4X qui permet, d'entre guillemets, revivre l'expansion des grandes civilisations. J'ai découvert Civilization avec le 4e opus il y a quelques années et depuis j'ai joué au suivant. Je suis restée longtemps sur le 4 parce que je l'avais modé pour en avoir une version fantasy grâce au mode Fall from Heaven, puis Fall from Further, qui permettait de jouer des civilisations telles que les orques, les elfes ou les vampires. J'aimais énormément ce mode de jeu et je dois dire qu'aujourd'hui il me manque sur les nouveaux Civ. Alors, si vous ne connaissez pas cette série de jeux, vous contrôlez une grande civilisation, vous pouvez choisir son représentant, sachant que les représentants ont des pouvoirs et capacités différentes. Par exemple, si vous choisissez de jouer les Romains, vous pouvez prendre Jules César comme représentant. Pour la Russie, vous avez la Grande Catherine par exemple. Et je ne vais pas tous les faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de civilisations différentes et ça a changé entre les différents opus. Quand une partie commence, vous avez un colon pour établir votre première ville et en général un guerrier ou un éclaireur pour visiter le monde et partir à la recherche des autres civilisations. Il y a plusieurs méthodes pour gagner la partie et vous pouvez choisir ça dans les réglages. Ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que vous pouvez aussi jouer avec des amis en ligne, mais vous pouvez aussi faire des parties contre l'IA. D'ailleurs, en parlant de l'IA, elle est très bien faite dans ce jeu et ne pensez pas gagner facilement contre elle, surtout si vous débutez. Là encore, vous pouvez régler le niveau de l'IA de facile à très difficile. J'ai passé un nombre incalculable d'heures sur ce jeu, seul ou avec des amis, et comme chaque partie est différente, il est plutôt difficile de s'ennuyer dessus. Si le jeu vous intéresse, il est très régulièrement en promo sur Steam, avec souvent des bundles vous proposant plusieurs DLC avec le jeu de base, à des prix très abordables. Les anciens opus sont en général peu chers, donc si vous voulez découvrir le jeu, vous pouvez aussi commencer par un ancien avant de venir sur un plus récent.
Et si jamais, vous pouvez facilement trouver des clés à prix réduit de façon légale sur Instant Gaming ou sur DL Compare. En faisant ma liste, j'ai hésité entre 2 jeux à vous présenter pour les jeux de simulation et finalement je me suis arrêtée sur celui qu'on m'a offert pour mon anniversaire il y a quelques mois. Planet Zoo est un jeu de simulation de zoo où le but est de créer et de faire vivre votre zoo, prendre soin de vos animaux et de vos visiteurs. Il faut trouver un équilibre entre bien-être des animaux et celui des visiteurs. Donc vous construisez vos enclos, vous les aménagez avant d'adopter vos animaux. Bien entendu, il faut faire attention de ne pas mettre les carnivores dans le même enclos que les herbivores, sinon vous allez avoir un petit souci. J'ai passé pas mal de temps dessus depuis que je l'ai et j'ai facilement tendance à me laisser aspirer par ce genre de jeu. Si vous préférez gérer un parc d'attractions, vous pouvez aussi trouver votre bonheur avec Planet Coaster, dans lequel vous devez créer vos attractions et gérer le bien-être de vos visiteurs. J'étais aussi attirée par ce jeu, mais connaissant ma passion pour les petites bébêtes, je me suis plus naturellement tournée vers Planet Zoo. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que la gestion est très bien faite. Les décors sont variés et très beaux. Vous pouvez choisir le biome dans lequel vous souhaitez créer votre zoo et il y a une grande diversité d'animaux à adopter. Le dernier DLC avec les suricates a l'air tout mignon, mais je ne l'ai pas encore pris. Il y a un large choix dans les structures pour les visiteurs aussi, avec pas mal de restaurants différents, des vivariums, des décors très beaux. Le seul petit truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pour le moment pas de volière ni de possibilité d'en créer. On ne peut adopter que de gros oiseaux tels que les flamants roses par exemple. J'aurais aimé un peu plus de diversité de ce côté-là. Le système de construction est aussi très bien fait. Il y a là aussi un large choix d'infrastructures que vous pouvez choisir pour le design de votre zoo. J'ai eu la chance d'avoir un pack qui comprenait le jeu de base et tous les DLC, sauf le dernier sorti vu qu'il est sorti après. Il est souvent en promo sur Steam et sinon là encore vous pouvez trouver des clés sur Instant Gaming ou sur DL Compare. Si vous voulez une petite astuce pour payer vos jeux moins chers, en dehors d'Instant Gaming, c'est de mettre les jeux qui vous intéressent dans votre liste de souhaits sur Steam, ainsi vous serez les premiers informés sur les promotions de diverses offres sur les jeux qui vous intéressent. Et si vous me demandez avec quel jeu j'ai hésité, il s'agissait simplement des Sims 3, mon jeu de simulation de vie préféré depuis bien longtemps maintenant. Et non, j'ai pas aimé le 4, bien qu'il soit très beau visuellement, j'ai pas aimé l'idée qu'il ne soit plus en monde ouvert, donc je suis restée au 3, même si j'ai quand même acheté le jeu de base du 4. Et on va finir cette vidéo avec mon jeu du moment. Il a fêté ses 5 ans tout récemment et je l'ai découvert au printemps, donc j'ai pas encore énormément d'expérience dessus, mais j'avoue que depuis que j'ai commencé, j'y ai passé pas mal de temps. Dead by Daylight est un jeu de survie d'horreur, forcément en PVP. Il y a d'un côté 4 survivants qui ont pour but de réparer des générateurs pour ouvrir les portes de sortie et réussir à s'échapper de la partie, et en face, il y a un tueur qui lui a pour but de tuer tout le monde. Il y a possibilité de faire des parties personnalisées entre 2 et 5 joueurs tant qu'il y a au moins un tueur et un survivant. Sinon, toutes les parties se font en ranked, donc on peut soit partir seul en survivant et être matché aléatoirement avec 4 autres joueurs à travers le monde, soit partir en team plus ou moins complète. Le tueur, quant à lui, part forcément en solo dans les parties ranked. Alors perso, j'aime beaucoup ce jeu et le concept, mais ce qui pêche vraiment, c'est la communauté de joueurs. Je vous déconseille de lire le chat dans le lobby de fin de partie, sous peine d'apprendre plein de choses sur vous ou sur votre maman que vous ne connaissiez même pas. Et puis le matchmaking. Comment en parler sans s'énerver? J'ai jamais vu un matchmaking aussi pété. Donc si vous le pouvez, essayez de partir en team avec des gens que vous connaissez. J'y joue personnellement sur PC et j'ai vraiment du mal avec le crossplay. La réputation des joueurs console sur DBD est très mauvaise. Et vu les énergumènes en crossplay que je croise tous les jours, j'ai franchement du mal à les défendre. Mais là encore, ce n'est que mon avis et un retour de ma propre expérience de jeu. Ne pensez pas que je généralise ou que je stigmatise. Il y a bien évidemment des joueurs PC qui ont une très mauvaise mentalité. Sinon, niveau personnages disponibles, il y a à l'heure actuelle 27 survivants et 24 tueurs disponibles. Vous pouvez retrouver des personnages originaux créés spécialement pour des BD et vous pouvez retrouver des tueurs issus de films connus tels que Freddy Krueger, Ghostface, Amanda de la licence Saw, Michael Myers ou tout récemment Nemesis de la licence Resident Evil.
Pareil au niveau des survivants, vous avez aussi des personnages issus de licences connues. Vu que je vous parle de la version PC, vous pouvez trouver le jeu sur Steam. Il est régulièrement en promo avec 1 ou 2 packs DLC. Sinon, sur Instant Gaming, vous pouvez trouver le jeu de base à 5 € en moyenne. Les DLC, hormis les plus récents, sont souvent aussi entre 2 et 5 €. Et vous avez pas mal de packs disponibles. Par exemple, comme je ne joue que survivants, j'ai pris le pack qui comprend tous les survivants originaux pour 17 € et j'ai eu 11 personnages jouables. Il existe aussi le même pack pour les tueurs. Et sinon, vous pouvez aussi acheter les personnages originaux avec une monnaie qu'on gagne en jeu. Donc si vous ne voulez pas trop dépenser, vous avez aussi cette possibilité d'acheter le jeu de base et de farmer pour acheter les personnages en jeu. Cependant, ça ne comprend que les personnages originaux. Si vous voulez les personnages licenciés, tueurs comme survivants, il faudra mettre la main au portefeuille. Et voilà, on en a fini avec la catégorie des jeux vidéo et également avec ma petite série de l'été. J'espère que ce petit format différent vous aura plu. Il a été très difficile pour moi de me restreindre à 6 œuvres à chaque fois et j'ai trouvé l'exercice assez marrant à faire. Même si, en y repensant, j'arrête pas de me dire « Ah mais oui, il y avait aussi tel ou tel truc que j'adore et dont j'ai pas parlé !» Le 5 septembre, je reprends le format classique des vidéos sur les mythes et légendes avec aussi quelques surprises ponctuelles. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser le petit pouce en l'air qui fait bien plaisir. N'oubliez pas de me mettre vos 6 jeux favoris dans les commentaires. Pensez à partager la vidéo avec vos amis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à aller voir un peu mes réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.